Bonjour, je suis Loïc, Bonjour, moi c'est Lucas. et on se retrouve autour d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du mythe de la singularité informatique. Comprendre ce que c'est, voir des arguments contre son arrivée et enfin voir pourquoi des gens comme Elon Musk en parlent et en ont peur. Pour cela, nous aurons comme support de lecture le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle de Jean-Gabriel Ganaskia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fléau qui nous touche tous. Et oui, on va parler de la procrastination. Nous verrons à travers les crapauds comment vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Depuis l'invention de l'ordinateur et la découverte de certains schémas d'évolution de ces derniers, une certaine crainte des technologies est apparue. En 2014, Stephen Hawking, physicien de renom, lance un cri d'alarme et nous met en garde contre les conséquences irréversibles de l'intelligence artificielle. En effet, d'après lui, les technologies se développent à un tel rythme qu'elles deviendront vite incontrôlables au point de mettre l'humanité en péril. Il n'est pas le seul à partager cette inquiétude. On peut citer les professeurs Max Tegmark, Stuart Russell et Frank Wilczek, qui nous avertissent, au vu des facultés d'apprentissage automatique des machines, alimentées par les quantités d'informations colossales, les fameuses big data, les machines sont imprévisibles, puisque leur comportement ne résulte plus de programmes que les hommes ont écrits, mais des connaissances qu'elles construisent elles-mêmes. Couplées à cette imprédictibilité, leur autonomie croissante fait qu'elles nous échapperont et prendront le pas sur l'homme. Nous atteindrons alors un point de non-retour, au-delà duquel nous courons tous à notre perte. Mais ils sont loin d'être les seuls à en parler. Il y a aussi bon nombre de chercheurs reconnus, d'ingénieurs brillants, de philosophes et des hommes d'affaires illustres, aux réussites époustouflantes comme Elon Musk, qui s'inquiètent publiquement à plusieurs reprises des risques que l'intelligence artificielle fait courir à l'homme. Pour lui, c'est là que réside le plus grand danger existentiel de l'humanité. C'est de ces craintes qu'ont émergé bon nombre d'instituts sur les risques que feront courir les machines aux hommes dans le futur. On peut mentionner l'Institut sur le futur de l'humanité, l'Institut sur le futur de la vie, financé par des personnalités comme Elon Musk, le MIRI, qui se penche sur les avancées extrêmes de l'intelligence artificielle, ou encore l'Université de la singularité, qui compte parmi ses fondateurs Google, Cisco, Nokia, etc., etc. Toutes ces craintes autour des machines intelligentes viennent de beaucoup plus loin, et même d'avant les premières intelligences artificielles. À la fin des années 90, beaucoup d'ouvrages autour de l'évolution de la robotique, qui conduira à une transformation de l'humanité, voient le jour. On peut citer Mind Children de Hans Moravec, ou les travaux du cybernéticien Kevin Warwick, ou encore le chercheur Hugo de Garis, et plus encore, avec le plus célèbre à ce jour, Raymond Kurzweil. Il se fait connaître à l'âge de 15 ans pour avoir réalisé un programme de synthèse de partitions musicales, tout cela en 1963. Nous pouvons aussi citer Nick Bostrom, professeur de philosophie à Oxford, qui prophétise, anticipe les conséquences de transformation technologique que nous vivons. Et il fondera avec le philosophe David Pearce l'association Transhumanisme Mondial, devenue Humanity Plus. Si vous vous intéressez au transhumanisme, c'est de là que vous avez déjà entendu ces noms évocateurs. Nous pourrions rentrer plus dans le sujet, mais ce sera pour une prochaine fois. Bien sûr, toutes ces personnalités ne s'accordent pas sur ce qui va se passer exactement. Cependant, tout repose sur l'événement brutal, imminent, majeur et pourtant inéluctable qui va bouleverser le mode d'existence de l'humain du fait du développement incontrôlable des technologies, en particulier les technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, mais aussi les nanotechnologies par exemple. Cette anticipation s'affirme avec une force telle que nombre de scientifiques avertis pensent déjà que l'intelligence artificielle peut tout, le meilleur comme le pire, et qu'en conséquence, il faut prendre rapidement la mesure des risques que nous encourons et freiner, voire dévier le cours du progrès. Mais sur quoi se basent ces affirmations ? Vous trouverez les réponses dans le livre bien sûr, mais si nous en parlons un peu ici. C'est donc cet événement inéluctable qui causera la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, qui porte le nom de singularité technologique. Il tire donc ses origines de la science-fiction. C'est Vernor Vinge qui l'a popularisé dans ses romans au cours des années 80. Il adopta le terme de singularité, utilisé avant lui par John von Neumann. C'est bien dans son sens mathématique que l'on doit comprendre ce terme. Cela décrit la transition de phase à laquelle l'évolution de la technologie pourrait éventuellement conduire du fait du rythme exponentiel de la progression des performances. Mais justement, parlons-en de cette croissance exponentielle.
La fameuse loi de Moore affirme que la puissance des ordinateurs, calculée selon le nombre de transistors par microprocesseur, double environ tous les 2 ans. Il existe pourtant de bons arguments pour prédire que la loi de Moore pourrait perdre sa validité à court terme. Mais tous les auteurs que nous avons cités forgent leur scénario catastrophe quasiment sur cette loi. Mais quand est-ce que la singularité se produira ? Tout le monde s'accorde sur quelques années tout au plus, mais personne n'a de date précise. 2020, 2030, 2045 peut-être. On ne sait pas. Mais revenons-en à la loi de Moore et à l'explosion exponentielle. Selon une légende, le jeu d'échecs fut inventé par un brahman en Inde nommé Sissa, à la demande de son roi, qui voulait un nouveau jeu pour passer le temps. Le roi fut conquis par le jeu d'échecs et demanda à Sissa ce qu'il voulait en gage de récompense. Sissa fit une demande qui semblait anodine. Il voulait que sur chaque case de l'échiquier, on lui mettait un certain nombre de grains de riz, commençant par un grain de riz sur la première case, puis 2, puis 4, puis 8, jusqu'à la 64e case. Le roi s'exécuta, mais il ne savait pas qu'il venait de condamner son royaume, car en effet, sur la dernière case, il aurait fallu mettre des milliards de grains de riz, et au total, plus de grains de riz qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Cette légende illustre à merveille l'explosion exponentielle, qui apparaît donc dans la loi de Moore. C'est donc un doublement de transistors, les composants de base d'un ordinateur, tous les 2 ans. Donc doublement des performances, doublement de la rapidité, doublement de capacité de stockage. À supposer que cette loi se poursuive à l'identique indéfiniment, qu'adviendra-t-il des machines à calculer aussi puissantes ? Il faut savoir en plus que la réalité technologique confirme cette prédiction depuis plus de 50 ans maintenant. Le développement du numérique dans tous les secteurs de la société a même poussé certaines personnes à affirmer que la loi de Moore ne se limite pas au champ restreint de la technologie, mais qu'elle relève d'un principe général qui régit l'évolution de la culture humaine et de la vie, et de la nature depuis l'origine des temps. Raymond Kurzweil, représentant de cette tendance, voit par exemple 6 périodes dans l'histoire de l'univers. La première commence par le Big Bang, et se poursuit avec la naissance du premier électron, des protons et des atomes, puis l'élaboration progressive, au cours de centaines de millions d'années, de la matière organisée. Vient ensuite l'époque de la biologie avec l'ADN, les cellules, les tissus biologiques et le début de la vie. Dans un troisième temps adviennent des êtres intelligents dotés de cerveaux de plus en plus perfectionnés jusqu'à l'homme. Au cours d'une quatrième phase, plus brève, les technologies engendrées par l'homme se perfectionnent dans des proportions et à une vitesse inouïe. Aujourd'hui, nous quittons cette époque pour parvenir à une 5e période où les technologies initialement conçues par l'homme pour le servir prennent leur autonomie, se déploient d'elles-mêmes et se greffent sur la matière organique pour donner naissance à des cyberorganismes et à une humanité augmentée. Enfin, dans une 6e époque, apothéose de l'esprit, l'univers se réveille et s'emplit d'une intelligence d'ordre essentiellement technologique dont le règne succède à celui du vivant. Cependant, et vous le verrez plus en détail dans le livre, rien ne prouve que la loi de Moore est universelle. En sachant qu'en plus, rien ne prouve que la loi de Moore va continuer de prospérer. En effet, nous arrivons aujourd'hui à certaines limites physiques. Aujourd'hui, si l'on divise par 2 la taille d'un de nos transistors, on arrive dans le monde quantique, où comme on a pu le voir dans d'autres épisodes, rien n'est comme dans le monde macroscopique. On se heurte donc à une limite physique, et pour ce qu'il en est de la généralisation de cette loi, les points pris par Kurzweil sont totalement subjectifs. Rien n'oblige de prendre ces points précis dans le temps pour montrer une exponentielle là où il n'y en a vraisemblablement pas. En effet, on pourrait prendre toutes les grandes extinctions depuis la naissance de la Terre et nous verrons bien qu'il n'y a là aucune exponentielle. Mais je vous laisse le soin de voir les arguments de l'auteur pour mettre en déroute cette affirmation que dans quelques années nous allons basculer comme vers un trou noir qui nous attirerait obligatoirement vers notre fin. Après avoir parlé des limites de la loi de Moore, de comment fonctionnent concrètement les IA aujourd'hui et les limites imposées, des gnoses modernes aussi, c'est-à-dire la philosophie selon laquelle il est possible de connaître les choses divines et de leurs limites, du pourquoi depuis l'aube de l'humanité, nous, humains, sommes friands de cataclysmes, comme ceux décrits dans les livres sacrés, comme la Bible, d'explication des différents futurs, en passant par la topologie du temps, montrant qu'il y a un temps cyclique, un temps segmentaire, une ligne infinie ou encore un temps brisé, et donc de ce qu'entraînent ces différents temps sur la prédictibilité d'un événement futur tel que singularité technologique. L'auteur va donc voir pourquoi tout le monde en parle beaucoup. Des grands acteurs de la toile, que l'on range souvent
France sous le sigle de GAFA. Ce sont ces mêmes entreprises qui assurent la promotion de la singularité technologique. Pour rappel, c'est bien Elon Musk qui a fait un don de 10 millions à l'Institut du Futur ou les sociétés comme Cisco ou Nokia qui financent l'université de la singularité. Ce sont donc les figures majeures de l'industrie de l'information et du web et des télécommunications qui soutiennent les partisans de l'hypothèse de la singularité. Il est marrant de voir que ce sont ceux-là même que l'on considère comme responsables du développement massif et accéléré des technologies qui nous avertissent des dangers majeurs que ces mêmes technologies font courir à l'humanité. Nous nous trouvons donc, comme le dit l'auteur, devant des pompiers pyromanes qui, tout en allumant volontairement un incendie, font mine d'essayer de l'éteindre pour se donner le beau rôle. Je vais finir par vous présenter les 3 hypothèses de l'auteur sur ce qui inciterait ces sociétés à promouvoir la singularité. Premièrement, l'hubris, c'est-à-dire l'ivresse de la démesure. Il faut savoir que bon nombre des patrons, des géants du web, sont des personnalités souvent très jeunes, qui parvinrent à changer la société tout en réalisant des capitalisations boursières inouïes. On peut citer le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Ces entreprises pensent qu'après avoir transformé le monde, elles découvriront bientôt des secrets pour changer la vie, comme Google voulant arrêter le processus de vieillissement. L'annonce de la singularité technologique dément l'idéal de progression indéfinie des progrès humains. La seconde hypothèse est ce sentiment d'enthousiasme donc, mais surtout de fragilité, l'absence de contrôle sur ce qui va arriver. Avec la naissance du Web 2.0 en 2004, le principe repose sur l'exploitation systématique des retours d'usage pour améliorer continuellement la conception des biens de consommation. Mais il y a beaucoup trop de données, beaucoup trop de besoins. Il en résulte une extrême fragilité des empires industriels actuels. Notre monde devient incontrôlable, même peut-être surtout pour ceux qui tirent le plus profit et qui, de ce fait, paraissent le dominer. Et en troisième et dernier point, on peut parler de la publicité qu'engendre cette crainte de la singularité. Je n'en ai pas parlé ici, mais le récit de catastrophes passées, réelles ou imaginaires, et plus encore la spéculation sur des catastrophes futures, bien racontées, recueille toujours un grand succès. La singularité prendrait donc place dans la stratégie de communication de ces industries de haute technologie. Avant d'attaquer le fléau qui est la procrastination, parlons un peu de l'auteur de notre livre du jour. Donc on va parler de Brian Tracy, qui est né le 5 janvier 1944 à Charlottetown, âgé donc aujourd'hui de 76 ans. Il est un écrivain d'origine canadienne, mais depuis a pris la nationalité américaine et vit à San Diego actuellement. Il a écrit plus de 80 livres ayant été traduits en 42 langues, dont plusieurs best-sellers, dont celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'intitule Avaler le crapaud. Ce livre, dont la date de publication originale date de 2001, mais que nous, on va traiter l'édition française révisée de 2017, pour introduire le sujet de ce livre. Écoutez ceci. Vous n'avez jamais assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous nagez littéralement dans le travail. Les responsabilités personnelles, les projets, les piles de revues à lire et les tas de livres. Que vous avez l'intention de vous procurer un de ces jours, dès que vous serez rattrapé. Mais le fait est que vous ne vous rattraperez jamais. Vous n'aurez jamais le dessus sur vos tâches. Vous ne prendrez jamais suffisamment d'avance pour parvenir à tous ces livres, revues et loisirs auxquels vous rêvez. Donc notre auteur s'est consacré plus de 40 ans à l'étude de la gestion du temps. Il a lu des centaines de livres et des milliers d'articles portant sur l'efficacité personnelle. Et donc le résultat, le livre d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il est tombé sur une bonne idée, il l'a mise à l'essai dans sa propre vie personnelle et professionnelle. Si elle fonctionnait, il l'a intégrée à ses exposés et à ses conférences afin de l'enseigner aux autres. Voyons une petite histoire de l'auteur, Brian. Donc après avoir été ouvrier pendant plusieurs années, il s'est lancé dans la vente, le porte-à-porte à la commission. Vente après vente, il se démenait, jusqu'à qu'il commence à regarder autour de lui, et à se demander pourquoi les autres réussissent-ils mieux que moi. Il est allé rencontrer des gens qui réussissaient dans la vente, puis il leur a demandé à quoi ils attribuaient leur réussite. Et ils lui ont dit, et il a suivi leurs conseils, et son chiffre d'affaires s'est accru. Il en est venu à connaître une telle réussite qu'on l'a nommé directeur des ventes. Dans ses nouvelles fonctions, il a eu recours à la même stratégie. Il a découvert ce qui faisait la réussite de certains directeurs, et il les a imités. Ce processus d'apprentissage et d'application qu'il avait appris a changé sa vie. Vous n'avez qu'à découvrir ce que font les gens qui réussissent et à les imiter jusqu'à que vous obteniez les mêmes résultats qu'eux. Et il y a des personnes qui réussissent mieux que d'autres, tout simplement parce qu'elles font certaines choses différemment des autres, et font les bonnes choses de la bonne manière. Surtout, elles font un meilleur usage de leur temps que la moyenne des gens. Au terme de sa première année dans la vente, Brian était devenu un excellent vendeur. Un an après avoir été promu directeur des ventes, on l'a nommé vice-président d'une équipe de vente composée de 95 personnes, travaillant dans 6 pays différents. Il n'avait que 25 ans.
Bref, passons au livre maintenant. On commence par l'importance d'être sélectif. Il faut déterminer quelle est la tâche la plus importante pour vous y mettre aussitôt, et l'accomplir avec rapidité et efficacité. Le commun des mortels, qui prend l'habitude de se fixer des priorités claires et d'effectuer promptement des tâches importantes, accomplira toujours bien plus que le génie qui parle beaucoup et qui élabore de merveilleux plans, mais qui n'accomplit pas grand chose au bout du compte. L'auteur associe cette tâche la plus importante à un crapaud, que vous devez avaler, d'où le titre du livre. C'est celle que vous risquez le plus de remettre au lendemain si vous ne vous y mettez pas sur le champ. Il s'agit également de la tâche susceptible d'exercer la plus grande incidence positive sur votre vie et votre réussite en ce moment. Et si vous avez 2 tâches importantes à accomplir, commencez par la plus considérable, la plus exigeante et importante. Résistez à la tentation de commencer par la tâche la plus facile. Mais avant de pouvoir déterminer quel est votre crapaud et l'avaler, mettez la table. Vous devez décider exactement ce que vous voulez accomplir dans chaque domaine de votre vie. En matière de rendement personnel, la clarté constitue la notion la plus importante. Une des principales causes de la procrastination et du manque de motivation est le manque de précision, la confusion et les doutes. Quant à ce que vous êtes censé faire, à l'ordre, à suivre et à ce qui vous y pousse. Vous devez donc faire tout en votre pouvoir pour éviter cette situation courante, en tendant vers une vision toujours plus claire de tout ce que vous faites. Environ, seulement 3% des adultes se fixent des objectifs clairs par écrit. Or, ces personnes accomplissent 5 à 10 fois plus que celles qui possèdent une formation et une compétence comparables, ou supérieures, mais qui pour une raison quelconque n'ont jamais pris le temps de noter ce qu'elles voulaient réaliser exactement. Pour établir et atteindre nos objectifs, l'auteur nous propose 7 étapes faciles. La première étape s'intitule « Déterminer exactement ce que vous voulez ». Fixez vos buts et vos objectifs par vous-même, ou asseyez-vous avec votre patron pour en discuter avec lui, jusqu'à ce que vous sachiez clairement ce qu'on attend de vous, et quel est l'ordre prioritaire à respecter. Un des pires emplois qu'on puisse faire de son temps, c'est de s'appliquer à très bien faire quelque chose qui n'est aucunement nécessaire de faire. Étape numéro 2, prenez-en note. Réfléchissez sur papier. En notant votre but, vous le cristallisez, et lui donnez une forme tangible. Vous créez quelque chose que vous pourrez toucher et voir. De plus, les objectifs non écrits mènent à la confusion, au manque de précision, à une mauvaise orientation et à de nombreuses erreurs. Étape numéro 3, fixez une échéance à votre but. Sans échéance, le but ou la décision est dénuée d'urgence. Elle n'a ni véritablement commencement ni véritable fin. Et donc, vous vous adonnerez tout naturellement à la procrastination et n'accomplirez pas grand-chose. Étape numéro 4. Dressez la liste de tout ce qui vous vient à l'esprit et que vous devez faire pour atteindre votre but. Chaque fois que vous aurez l'idée d'une nouvelle activité, ajoutez-la à votre liste. Travaillez cette liste jusqu'à que vous l'ayez achevée. Elle vous permettra de visualiser votre tâche, votre objectif dans son ensemble. Étape numéro 5. Faites-vous un plan d'action à partir de la liste. Organisez votre liste en ordre prioritaire et séquentiel. Prenez quelques minutes pour décider de ce que vous devez faire en premier et de ce qui peut attendre à plus tard. Décidez de ce qui doit être fait avant toute autre chose et ce qui doit être fait par la suite. Mieux encore, faites-vous un plan visuel sous la forme d'une série de boîtes et de cercles que vous tracerez sur une feuille de papier. Vous constaterez avec étonnement combien plus il vous sera facile d'atteindre votre but si vous le divisez en tâches individuelles. Muni d'un but écrit et d'un plan d'action bien établi, vous serez beaucoup plus productif et efficace que celui qui véhicule ses objectifs en esprit seulement. Avant-dernière étape, numéro 6. Exécutez votre plan immédiatement. Faites quelque chose, faites n'importe quoi. Le plan moyen qu'on exécute vivement vaut beaucoup mieux que le plan génial qui demeure totalement inexécuté. Pour connaître une réussite quelconque, il est primordial que vous passiez à l'action. Dernière étape, numéro 7. Résolvez de faire chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif principal. Intégrez concrètement cette activité dans votre emploi du temps de journée. Lisez un nombre de pages précis sur un sujet clé. Rendez visite à un nombre précis de prospects ou de clients. Consacrez une période de temps précise à l'exercice physique. Apprenez un certain nombre de mots nouveaux dans une langue étrangère. N'y dérogez jamais un seul jour. Continuez d'avancer. Une fois lancé, continuez. N'arrêtez pas. Cette décision, cette seule discipline peut faire de vous une des personnes de votre génération dont le rendement et la réussite seront les plus grands. L'auteur nous parle également de planifier nos journées, pour être plus efficace et ne pas perdre de temps à réfléchir à ce qu'on doit faire. Il nous parle de dresser différentes listes. Premièrement, vous devriez vous créer une liste maîtresse, sur laquelle vous écrirez tout ce que vous voulez accomplir dans un avenir indéterminé. Ce serait le moment pour vous de noter toute idée, tâche ou responsabilité qui vous vient à l'esprit. Vous pourriez en faire le tri plus tard. Deuxièmement, vous devriez vous créer une liste mensuelle, que vous dresserez à la fin du mois en vue du mois suivant. Vous pourriez y intégrer des éléments provenant de votre liste maîtresse. Troisièmement, vous devriez vous créer une liste hebdomadaire, qui vous servira à planifier toute votre semaine à l'avance. Il s'agirait d'une liste à bâtir tout au long de la semaine. Et quatrièmement, vous devriez transférer les éléments de vos listes mensuelles et hebdomadaires sur votre liste quotidienne. Vous obtiendrez ainsi la liste des activités spécifiques que vous accomplirez au cours de la journée suivante. Et tout au long de votre journée de travail, rayez les éléments de votre liste au fur et à mesure que vous les réalisez. Cette activité vous permettra de visualiser votre progression. Cela vous procurera le sentiment de réussir et d'avancer. Les progrès constants et visibles vous propulseront vers l'avant et vous aideront à surmonter la procrastination. Dans un autre chapitre, il nous parle de la fameuse règle 80-20. La règle 80-20 est un des concepts de la gestion du temps et de la vie parmi les plus utiles, qui dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. On l'appelle également principe de Pareto, ou loi de Pareto. D'après son fondateur, l'économiste italien du nom de Vilfredo Pareto, qui a écrit à ce sujet pour la première fois en 1895. Pareto s'était rendu compte que les gens de sa société semblaient se diviser tout naturellement en deux groupes, ceux qu'il appelait les quelques éléments essentiels, qui sont l'élite au sens financier de l'influence, 20% des gens,
et les 80% restants qu'il appelait les nombreux éléments insignifiants, ou la masse. Il a découvert par la suite que presque toutes les activités économiques répondaient également à ce principe de Pareto. Par exemple, selon cette règle, 20% de vos activités rendront compte de 80% de vos résultats. 20% de vos clients rendront compte de 80% de vos ventes. 20% de vos produits et services rendront compte de 80% de vos profits. 20% de vos tâches rendront compte de 80% de la valeur de ce que vous faites. Et ainsi de suite. Cela signifie que si vous avez une liste de 10 choses à faire, 2 de ces choses vous rapporteront autant, sinon plus que l'ensemble des 8 autres. Et donc ce phénomène appliqué dans les tâches, il se peut qu'il vous faille le même temps pour accomplir chacune de vos tâches. Mais il arrivera souvent qu'un ou 2 éléments de votre liste de 10 tâches à accomplir vous rapportent davantage que l'ensemble des 9 autres. Or, cette tâche est invariablement le crapaud que vous devriez avaler en premier. Sauriez-vous deviner quel élément la personne moyenne est le plus susceptible de remettre au lendemain? Et malheureusement, c'est que la plupart des gens remettent à plus tard l'exécution de 10 à 20% des tâches qui ont le plus de valeur, et qui sont les plus importantes, à savoir les quelques éléments essentiels. Ils s'affairent plutôt à accomplir les 80% moins importants, soit les nombreux éléments insignifiants, qui donnent très peu de résultats. Les tâches les plus importantes sont aussi souvent les plus difficiles et les plus complexes. Mais les résultats et les récompenses que leur bonne exécution engendre peuvent s'avérer extraordinaires. Voilà pourquoi vous devez catégoriquement refuser de travailler aux tâches faisant partie des 80% du bas de la liste, tant que vous aurez encore des tâches à accomplir parmi les 20% du haut de la liste. Le plus dur dans une tâche importante, quelle qu'elle soit, c'est de s'y attaquer. Une fois lancé, on semble se motiver tout naturellement à continuer. Une partie de l'esprit humain aime s'affairer à l'exécution de tâches importantes, qui peuvent faire toute la différence. Votre responsabilité, c'est de nourrir continuellement cette partie de votre esprit. Pour résumer, le plus important est de segmenter vos tâches en termes de priorité, et de commencer par les plus importantes. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est très important, c'est d'identifier votre contrainte majeure. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui détermine avec quelle vitesse vous atteignez vos objectifs? Pourquoi n'avez-vous pas encore atteint votre but? Voilà certaines des questions parmi les plus importantes à vous poser, et auxquelles répondre dans vos efforts pour atteindre un haut niveau d'efficacité et de rendement personnel. Peu importe ce que vous avez à faire, il y aura toujours un facteur restrictif, qui déterminera avec quelle vitesse et avec quelle efficacité vous le ferez. Votre responsabilité consiste à étudier la tâche et à identifier le facteur restrictif, ou la contrainte qui est rattachée. Vous devez ensuite concentrer toute votre énergie sur l'élimination de cette entrave. Dans pratiquement toutes les tâches, grandes ou petites, il y a un facteur qui règle la vitesse avec laquelle on atteint son objectif ou on accomplit son travail. Ce facteur pourrait être une personne dont l'aide ou la décision vous est nécessaire, une ressource dont vous avez besoin, une faiblesse dans un secteur dans l'entreprise ou quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, le facteur restrictif est toujours là. Et il vous incombe toujours de le découvrir. L'identification exacte du facteur restrictif dans tout processus et le fait de se concentrer sur ce facteur peuvent habituellement entraîner davantage de progrès, à plus court terme que toute autre activité. L'auteur nous dit également que la règle 80-20 s'applique aux contraintes de votre vie privée et professionnelle. Cela signifie que 80% des contraintes, les facteurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs sont internes. Elles se trouvent en vous-même, parmi vos propres qualités, aptitudes, habitudes, disciplines et compétences personnelles. Seulement 20% des facteurs restrictifs sont externes, à vous-même ou à votre entreprise. Il s'agit de vos compétiteurs, les marchés, les gouvernements ou autres organisations. Votre contrainte clé peut être quelque chose de petit et de peu évident. Parfois, vous devez dresser la liste de toutes les étapes du processus pour les examiner une à la fois, et pouvoir ainsi déterminer ce qui vous empêche au juste d'aller de l'avant. Il arrive parfois que ce soit une simple perception négative ou objection de la part des clients, qui ralentissent tout le processus de vente. D'autres fois, il arrive que ce soit l'absence d'un élément qui nuise à l'accroissement des ventes, d'une gamme de produits ou de services. Maintenant, parlons un peu de technologie. La technologie qui peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Nous nous en faisons une ennemie lorsque nous la mettons au service d'un besoin obsessionnel de communiquer. Cette compulsion qui nous pousse à toujours rester connectés nous laisse à bout de souffle sur le plan psychologique. Nous n'avons plus le temps de nous arrêter, de savourer la vie et de réfléchir. Il faut réussir à rester maître de sa relation avec la technologie. Pour garder votre sang-froid, avoir les idées claires et optimiser votre performance, coupez-vous fréquemment de toute technologie accaparante. Un chercheur ayant demandé à un groupe de PDG et d'entrepreneurs de se débrancher de toute technologie a découvert qu'ils en étaient ainsi à venir à améliorer leur mémoire, à approfondir leurs relations, à mieux dormir et à augmenter leurs chances de prendre des décisions qui allaient transformer leur vie. Lorsque les gens sont trop branchés, la technologie des communications vient vite à créer en eux une dépendance destructrice. Les gens se lèvent le matin et vérifient obsessionnellement tous leurs messages vocaux avant même de sortir du lit. Ils courent ensuite à leur ordinateur pour y écrire d'autres messages, avant même de prendre leur petit déjeuner, de boire de l'eau ou de se brosser les dents. Les gens consultent maintenant leur téléphone intelligent environ 85 fois par jour. Selon une autre étude, cette dernière a révélé que les gens accédaient à leur téléphone 2 fois plus souvent qu'ils ne le pensaient. On peut aussi parler en parallèle du temps d'écran qui est énorme chez certaines personnes, qui vient bien souvent des réseaux sociaux par exemple, et qui se compte souvent en plusieurs heures. Toutes ces heures perdues sur nos écrans. La technologie n'est pas forcément le mal incarné. Elle a pour but de vous faciliter la vie et non de vous la rendre plus complexe, plus confuse ou plus stressante. Servez-vous de vos outils technologiques pour vous rappeler souvent le plus important et vous protéger contre ce qui a moins d'important. Vous pouvez par exemple utiliser un calendrier sur votre téléphone pour planifier vos journées.
Utilisez une to-do list numérique par exemple. La technologie peut constituer un moyen simple de vous rendre maître de vos communications, de votre temps et même de vos émotions. Faites le ménage de votre espace numérique comme vous le feriez de votre bureau physique. Fermez tout logiciel ne servant pas à la réalisation de votre tâche immédiate. Bloquez les sites web qui vous distraient le plus. Désactivez toutes les notifications, tant audio que visuelles. Il s'agit là d'un pas important à faire, visant à vérifier votre téléphone selon vos propres disponibilités pour ainsi regagner la maîtrise de votre vie. D'ailleurs, au sujet de l'addiction des smartphones ou des réseaux sociaux, je vous conseille les vidéos de Cyrus North. Il a fait plusieurs vidéos sur le sujet, qui sont très intéressantes. Avant de conclure ma partie, je dirais que personnellement je n'ai pas beaucoup apprécié lire ce livre, mais je vous en dirai plus après ma conclusion, pendant la discussion avec Lucas. Bref, en tout cas si je devais résumer les principes qu'on devrait retenir pour vaincre la procrastination et mieux gérer son temps, d'après mes propres suggestions et celles de ce livre, premièrement c'est le fait de lister vos tâches et vos objectifs, d'organiser vos tâches en termes de priorité, commencez par les plus importants, planifiez vos journées, divisez vos grands objectifs en plusieurs petites tâches étape par étape, identifiez ce qui vous empêche d'avancer et réglez le problème. Aussi, sachez limiter la technologie et faites-en bon usage. Soyez concentrés quand vous travaillez, essayez d'arriver à votre état de flow, ou appelé aussi la zone, qui est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein d'engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Et pour finir, surtout même si vous commencez par faire une activité, même très peu de temps par jour, faites-le. Faites rentrer cette habitude en vous. Pratiquez l'autodiscipline. Il vaut mieux lire 15 minutes par jour que lire 1 heure tous les mois. L'accumulation de petites actions permet de grandes choses. Discutons maintenant, Lucas, si tu le veux bien. Toi, par exemple, Lucas, est-ce que tu es quelqu'un qui procrastine beaucoup? Est-ce que tu utilises certains des principes énoncés dans ce livre ou pas? Personnellement, la notion qui m'a le plus marqué dans ce que tu nous as dit là, c'est le 80-20 sur les tâches donc, que nous devons accomplir. Donc il est préférable d'accomplir les 20% des tâches les plus utiles et après les 80%, n'est-ce pas? Exactement ça. La fameuse loi de Pareto, Ouais. qui est assez connue. Quoi. Et du coup, personnellement, je fais pas du tout ça. Et c'est, je pense, mon plus gros problème dans tout le domaine. Donc, moi, je m'attarde énormément, mais alors là, énormément, voire maladivement, sur les petits détails, en fait. Et donc, j'en perds le plus grand, le plus gros du projet, on va dire. Ok, en fait, je vois, en fait, t'es très perfectionniste. Ouais. Du coup, tu fais des trucs un peu chronophages, mais qui m'ont rien rapporté. Exactement. Là, par exemple, je pense à un projet que j'ai eu en études, où je devais donc faire un site. J'ai passé énormément de temps sur le design du site, et j'ai commencé à vraiment créer le site en soi, donc la fonctionnalité, la veille du rendu. Ce qui fait que j'ai pas fini dans les temps. Et donc, c'était pas bon. J'avais les 80%, mais les 80% inutiles. Et donc, les 20% très très utiles n'étaient pas là. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est un phénomène aussi que perso je connaissais déjà. Pas forcément, genre en mode je me disais pas forcément 20%, 80%. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelques temps que je me dis quand même. À chaque fois que je dois faire un truc, j'essaie de réfléchir qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce qui a le plus de valeur et qu'est-ce qui mérite de le faire tout de suite, tu vois. Et le reste, c'est que des détails. Comme par exemple, quand on a bossé ensemble sur le site, parfois je te disais des trucs, ça sert pas à grand chose de le faire ça tout de suite, tu vois, c'est pas le plus important, quoi. Comme tu as pu le voir, moi j'étais vraiment, par exemple, sur une couleur qui est différente de la couleur qu'elle devrait avoir. Je pouvais prendre plus de 5 à 10 minutes pour trouver la couleur, alors qu'on s'en fiche. En fait, c'est ça, en fait, c'est perdre beaucoup de temps pour rien, alors qu'il faut déjà tester le projet, voir est-ce que c'est bon ou pas. Et ensuite, tout ce qui est couleur et tout, par exemple, tu pourras le modifier plus tard. C'est des détails insignifiants. Totalement d'accord, Il faut d'abord lancer le projet et ensuite perfectionner. Je pense que c'est un des principes qu'on retrouve aussi dans un livre qui s'appelle Lean Startup, qu'on a déjà entendu parler tous les deux via une connaissance commune. Je crois que c'est à peu près ça le principe dans le livre. Enfin, le principe des start-upers, entrepreneurs, c'est de faire les 20% qui comptent, lancer le projet, voir si ça marche, et si ça marche, ensuite améliorer. Genre, pas mettre toutes les features, mais mettre quelques features, et si les gens sont intéressés pour tester le projet, là ensuite tu bosses sur les autres features, t'améliores le produit. Ce qui semble totalement cohérent. Donc personnellement, c'est ça mon plus gros problème dans tout ce que tu as dit. Je travaille dessus. Et aussi, du coup, pour... comment tu dis? La procrastination. Voilà. Alors, et concernant la procrastination, personnellement, effectivement, j'ai du mal à rentrer dans... à faire le premier pas pour faire un projet, par exemple. Mais après, comme tu as dit, quand tu es dans le projet, tu es dans le projet. Et du coup, là, tu avances bien. Donc moi, c'est mon cas. Je prends énormément de temps à rentrer dedans. Mais quand je suis dedans, je suis vraiment dedans et ça avance très, très rapidement. Perso, ça m'arrive aussi, la procrastination bien sûr, mais ça diffère des domaines, tu vois. C'est vraiment, il y a des domaines où je le fais tout de suite, mais il y a des domaines, c'est vraiment compliqué de rentrer dedans. Ouais, c'est ça aussi. Après, ça dépend si on veut le faire aussi, tu vois. Parce que après, si t'es obligé
T'auras plus tendance à procrastiner si t'es obligé, alors que si tu le fais par plaisir, bah, logiquement, tu vas pas procrastiner, t'auras même hâte de commencer. Mais après, le truc, faut pas oublier aussi, c'est que en général, on n'est jamais obligé de rien. Donc, même si parfois tu dis que t'es obligé, c'est pas forcément. Moi, j'aime pas trop le terme Ouais. obligé, mais des fois, c'est des devoirs en Ouais. fait. Tu dois le faire pour une raison. Parce que obligé, ça fait très genre en mode on te force à faire en mode esclavage, tu vois. Alors que C'est vrai, c'est vrai. tu sais que ça va être désagréable commencer à le faire, mais les résultats que ça va t'apporter en vaut la peine. Ouais, je vois. Ok, ouais, je En suis, va je la suis peine. assez d'accord. En fait, ça arrive souvent que c'est, tu vois, c'est un peu une excuse, tu vois, genre en mode, c'est comme, je sais plus c'est qui disait ça, mais un sportif qui disait que finalement, la motivation, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. La motivation, c'est plutôt à court terme. Et ce qui permet de toujours continuellement s'entraîner ou quoi, c'est la discipline. Genre, il y a une différence entre motivation et discipline. Motivation, c'est plus à court terme et discipline, c'est à long terme. Car on a tous, ce sentiment de procrastination. On a tous ce sentiment où quand tu rates par exemple une séance de sport, t'es en mode bon, tu commences à te laisser aller, tu vois. Et donc c'est vraiment la discipline qui permet de tenir et la motivation c'est plus à court terme. Moi c'est quelque chose que j'avais entendu, qui a résonné en moi et qui m'a marqué, Ouais. quoi, que j'ai Je retenu. trouve ça assez cohérent, effectivement. Je partage cet avis. Et du coup, toi, qu'en est-il? Est-ce que tu suis tous ces principes? Dis-nous tout. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, procrastination ça m'arrive dans certains domaines, mais j'essaie quand même de travailler sur l'autodiscipline qui est très importante si tu veux faire vraiment les choses. Ok, donc moi j'ai dit aussi que pour les tâches, oui, en général j'essaie de prioriser ceux qui ont le plus de valeur et ceux qui comptent le plus, mais ça arrive dans certains domaines que je le fais pas forcément. Dans les domaines de cours ou quoi, dans un devoir, pas forcément, mais j'essaie de l'appliquer le plus possible. Mais c'est déjà quelque chose que je connaissais. On va dire que la plupart des principes du livre, je les connaissais quand même de nom. Ouais. Je les appliquais pas forcément tous, mais je les avais déjà entendu parler. Et d'ailleurs, je dirai après pourquoi. On discutera un peu plus tard pourquoi j'ai pas forcément beaucoup apprécié ce livre. Ça fait partie de ça, mais pas que. Non, pour la partie liste, noter les listes de ce qu'on a à faire, segmenter les gros projets. C'est quelque chose que je fais déjà. Je fais pas forcément, lui, il disait de faire 4 listes différentes par exemple, c'est un conseil. Moi je fonctionne plus en mode, j'ai une liste on va dire de tâches que je sais que je dois faire dans une période donnée. Pas forcément semaine, en 2 semaines, en 1 jour ou 2 jours. Mais par exemple je sais que j'ai un devoir à rendre, je le note, tu vois. Parfois je note une date ou pas. Je note une liste de tâches, d'activités que j'ai à faire. Assez urgent ou non. On va dire que je mets une pastille urgent ou moyennement urgent ou pas urgent du tout. Mais voilà, j'ai une liste comme ça. Après, j'ai une liste d'objectifs un peu plus à long terme qui a pas forcément d'échéance ou une échéance très lointaine. Et j'ai dans cette liste aussi, j'ai une liste à court terme parce que je mets des pastilles court terme et long terme. Et dans cette liste d'objectifs, il y a les objectifs à court terme. Je mets des dates. Toi, je mets par exemple, je sais pas, je mets genre mi-novembre, fin décembre. Ouais. Des trucs comme ça. Donc oui, les objectifs, on va dire, à court terme, avec les échéances qu'il y a, je les segmente, comme il disait par exemple dans le livre. Genre par exemple un objectif, je sais pas, sportif, on va dire, qui est chiffré, faire, je sais pas, faire X kilomètres, on va dire. Mais bref, imaginons que tu veux faire 50 kilomètres. Genre, tu segmentes, tu fais genre, je mets genre des cases à cocher. Genre, tu mets 10 kilomètres, tu mets 15 kilomètres, tu mets 20 kilomètres, des paliers à atteindre. Et ensuite, je les coche. Et comme ça, je vois que j'ai atteint ça à telle date, par exemple. Donc, je vois aussi en même temps ma progression. Là, je parle des objectifs sportifs, mais ça peut s'appliquer à, par exemple, je sais pas, tu dois faire tant d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. Tu segmentes comme ça. Bref, dans un peu tous les domaines, tu peux segmenter, faire étape par étape. Par exemple, tu veux lancer un nouveau business, je sais pas, tu mets les étapes qu'il faut pour pouvoir lancer ce business, tu vois. Ouais. Et ensuite, tu les coches au fur et à mesure, comme ça, c'est un peu segmenté. Comme ça, tu as l'objectif global et en même temps, tu as les étapes qu'il faut. Et en même temps, tu vois comment t'avances pas, qu'est-ce qui sont les problèmes et tu essaies d'identifier les contraintes aussi. Et en même temps, tu peux voir, par exemple, sur ces étapes, tu vois qu'est-ce qui te pose le plus problème. Tu vois, par exemple, s'il te manque une compétence ou elle est trop faible par rapport aux autres et ensuite, tu t'améliores. Donc, fonctionne comme ça. Il y a aussi, oui, la technologie. Ça, je voulais discuter avec toi. Je sais pas, toi, t'es à combien de temps d'écran? Combien de temps d'écran? Des téléphones. De smartphone, 0 à peu près. 0 heure par. Ah ouais, 0. Ouais, je suis sur 0 réseau social. Vraiment, je passe vraiment 0 heure. Ça, c'est sûr. Après, en termes de minutes, je pense que je passe moins de 10 minutes par jour sur tous les réseaux sociaux combinés. Ok, ça, déjà, c'est pas mal, tu vois. Moi, personnellement, tout ce qui est réseau, en vrai, moi, ça fait, je sais pas, ça doit faire quoi, 1 an ou un peu plus que j'ai arrêté les réseaux. Quand j'étais très sur les réseaux, je parlais avec beaucoup de monde. J'ai réduit ça parce que j'ai réalisé que je perdais beaucoup de temps et que en fait je m'en foutais un peu des gens aussi. Mais du coup j'ai coupé. J'utilise vraiment plus de réseaux. J'utilise 1 ou 2 réseaux sociaux. On va dire oui, genre Instagram j'y vais, je sais pas, j'y vais ouais 5 à 10 minutes par jour et encore genre pas forcément tous les jours, hein, des fois je fais quoi, je sais pas, on va dire 3 fois par semaine, un truc comme ça. Mhm. Ça dépend des périodes, des fois quand je bosse un peu plus, j'y vais beaucoup moins.
Mais genre quand par exemple c'est des périodes de creux ou de week-end, parfois j'y vais un peu plus. Ça dépend aussi, parfois j'ai des trucs à dire ou des trucs à montrer à des potes. Sur Facebook j'y vais plus, j'y vais pour la famille ou sur Messenger juste pour discuter avec des gens. Mais c'est tout, juste pour prendre quelques nouvelles ou pour bosser aussi, tu vois. Par exemple nous quand on a besoin de se contacter, des fois quand on répond pas sur Discord, on trouve des messages sur Messenger, c'est pratique. Par exemple Twitter j'y vais... Franchement, j'y vais quasiment plus, j'y vais rarement. Dans des périodes où j'y vais parce que j'ai besoin de chercher des. Je suis des comptes spécifiques dans des domaines et j'ai besoin d'avoir d'informations pour me tenir un peu au courant. Sinon, en autre réseau, j'utilise pas de réseau social. Je pense que mon plus gros problème, on va dire, c'est parfois j'ai des périodes où je regarde des vidéos YouTube, mais sur des sujets, sur plein de sujets. Je regarde des documentaires ou quoi, sur divers sujets. Mais... Et le problème, c'est que dès que je commence à me lancer, après, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué d'arrêter. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Que voilà. Je regarde très peu de divertissement par exemple, Ouais. par contre, mais beaucoup d'informations quand même. Mais ça prend beaucoup de temps quand même, c'est quand même très chronophage. Mais du coup, t'es à combien d'heures sur ton téléphone, du coup? Là, je regarde, je suis en moyenne de la semaine, je suis à 1h42. Ouais, tu vois, ça va. Après, 1h42, c'est pas 1h42, je suis sur mon téléphone, je regarde des trucs. C'est 1h42, là, je regarde, c'est par exemple, j'ai Notion, tu vois. Notion, c'est 46 minutes. Ah ouais. Mais Notion, tu vois, c'est pas pour. Oui, c'est obligatoire. C'est quoi. pas pour me divertir, c'est pas pour regarder les réseaux sociaux. C'est que c'est mon application d'organisation, c'est mon application de notes. Donc parfois, tu vois, je lis un livre, je note avec mon téléphone ou mon PC, ça dépend, tu vois. Ouais. Donc là, par exemple, Notion, c'est pour retravailler. J'ai Discord 16 minutes, j'ai Messenger 10 minutes, j'ai Facebook 3 minutes. Ok. Ouais, j'ai Instagram 2 minutes, j'ai Mail 1 minute. Voilà, la plupart du temps d'écran, c'est ça. Ouais. C'est soit Notion, soit Discord, mais parfois je suis en appel aussi, donc où je réponds juste à des messages. Mais bref, j'utilise plus vraiment mon téléphone pour me divertir, quoi. Même les jeux, j'ai pas. Ouais, pareil. J'ai pas de jeu sur mon téléphone, Pareil. je crois. Si, j'ai un jeu sur mon téléphone. Un jeu, entre guillemets. Ça aussi, je passe du temps. C'est des échecs. C'est un jeu, c'est une application d'échecs. Ok. Ça aussi, ça m'arrive à passer beaucoup de temps dessus. Ouais. Voilà ce que je passe le plus de temps sur mon téléphone. Donc moi, j'ai plus vraiment le problème d'addiction au téléphone, d'addiction aux réseaux sociaux. Ouais. Problème que j'ai résolu et qui me fait le plus grand bien. Donc ça va, question temps. Donc niveau temps, ça va. Mais ouais, mon problème, c'est que dès que je commence à regarder une vidéo YouTube sur un documentaire sur l'Algérie ou ce que tu veux. Genre, par exemple, la chaîne Arte, c'est fou, tu vois, il y a beaucoup de C'est trucs. clair, moi je regarde ça. Il y a beaucoup trop de trucs intéressants. Mais moi je trouve pas ça, je trouve pas que c'est une perte de temps personnellement. Ça dépend, parce qu'il y a des périodes vraiment. En fait, j'enchaîne les vidéos, mais du coup, genre les documentaires durent 1 heure, 1 heure et demie. Au final, c'est beaucoup de temps perdu dans la journée, tu vois. Faut quand même se limiter. Mais c'est cool, on apprend des choses et tout, mais moi j'aime bien regarder ces trucs. J'aime bien aussi, surtout le format Street Philosophie, c'est un format assez cool sur la philosophie, on va dire. Mais sinon, oui, je pense que les vidéos de Cyrus North que j'ai dit tout à l'heure sont très intéressantes sur le sujet de l'addiction au smartphone et aux réseaux sociaux. Il a d'ailleurs fait le test récemment d'être 30 jours sans réseaux sociaux. Et même que ça, la chaîne en général de Cyrus North, qui traite beaucoup, on va dire, de sujets de philosophie sur la vie. Je trouve qu'elle est très intéressante. Je sais pas toi si tu regardes, mais moi j'adore le personnage, j'adore les vidéos. Et voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Donc on va dire que oui, j'utilise à peu près les principes que j'ai cités en tout cas. Pas forcément tous. Dans tous les domaines. Après, oui, il y a l'état de flow. Moi, je pense pas l'avoir encore atteint. Moi aussi. Moi, personnellement, l'état de flow. Je sais pas. En fait, je l'atteins le soir quand je travaille. Justement, je l'atteins du coup la veille de mes rendus. En fait, pour moi, ça a l'air tellement supérieur que je pense que tu vois, ça m'est déjà arrivé de bosser continuellement, tu vois, plusieurs heures d'affilée ou quoi. Mais franchement, je sais pas si j'atteins. Parce qu'en fait, je sais pas exactement. Ça a l'air tellement, ça t'a l'air, tu dis un peu. Ouais, ça a l'air. Donc pour moi, j'ai pas l'air d'avoir ressenti, ou sinon ça n'a pas fait de sensation extrême. Tu vois, moi, pour le coup, vraiment, je pense l'avoir déjà atteint quelques fois. Parce que quand je suis dans un. En fait, j'ai du mal à me lancer dans le travail, du coup. Mais quand je suis dedans, je suis vraiment dedans. Et du coup. Mais est-ce que c'est vraiment l'état de flow ou c'est juste concentration, tu vois, parce que l'état de flow ça a l'air vraiment. Ouais, c'est vrai que ça a l'air vu comment il est décrit. Bref, je sais pas. Mais surtout, on retrouve aussi beaucoup l'état de flow dans le sport, dans le domaine du sport. Par exemple, dans l'anime Kuroko no Basket, la zone, c'est clairement l'état de flow. Clairement, Par exemple, ça avant, genre, quand j'ai regardé l'animé, au moment je savais pas ça, tu vois, je connaissais pas forcément la notion de flow, parce que bon, quand j'ai regardé l'animé, ça date quelques années, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que quand j'ai lu ou quand j'ai commencé à apprendre le concept du flow, c'est vrai que c'est totalement la zone. Quand tu m'as dit ça, j'ai directement pensé à ça. Et aussi la zone, le flow en anglais traduit en français, il s'est parfois traduit par flux ou la zone. Donc, clairement la zone. Du coup, c'est atteindre un peu le stade shonen, quoi. Et du coup, pour finir sur ton livre, dis-nous. Tu nous as donc dit que tu n'aimais pas trop ce livre. Dis-nous en plus. Ouais, alors pourquoi j'ai pas trop aimé ce livre ? Je pense que ça joue déjà que je connaissais la plupart des trucs. Mais bon, ça c'est pas le plus gros, on va dire, qui m'a plus saoulé. Ce qui m'a le plus saoulé, c'est que c'est très...
Normalement, c'est 21, tu vois, il y a 21 bons moyens, on va dire 21 chapitres, d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps, bref. Normalement, il y a 21 principes, sauf que le souci, c'est que moi, quand je l'ai lu, moi, je l'ai vraiment ressenti en mode, il y a beaucoup de chapitres, il y a soit du contenu qui se ressemble, du contenu en doublon, soit même des chapitres qui sont juste une autre manière de dire un autre chapitre, tu vois, une autre manière de l'amener, mais c'est là exactement la même chose. Ok. Au final, il y a que quelques principes qui restent, mais il n'y en a pas 21, tu vois. C'est juste, j'ai l'impression qu'il a juste rajouté des chapitres pour arriver à 21. Ok. Il a juste reformulé certains chapitres, juste reformulé certaines parties, et voilà quoi. J'ai trop l'impression de qu'il répète le même discours et ça me saoule, tu vois. Ok. Du coup, tu te sens un peu volé, quoi. Pas forcément volé, mais surtout saoulé du redondement. Moi, j'aime pas que ça se répète tout le temps. Ou ça peut être bien quand c'est un mec avec un bon storytelling et tout, là, c'est pas forcément le cas, Ouais. tu vois. Donc, j'ai pas forcément apprécié. Après, certains principes sont bien dedans, tu vois, mais beaucoup de redondants pour rien, tu vois. Mais voilà, mais après, ouais, franchement, je sais pas si je le conseille à lire parce que moi ça m'a saoulé. Limite, je dirais prendre un résumé, voir les meilleurs principes et vraiment les appliquer, quoi. Pas forcément. Ce serait pas un livre indispensable, en tout cas. Si vous voulez, c'est cool, si vous avez de l'argent à mettre dedans. C'est cool, il est pas cher. Une quinzaine d'euros, je crois. Pour finir, quelques mots sur mon livre. Du coup, moi personnellement, j'ai adoré vraiment ce livre. Il se lit très rapidement, très court. Et pour le coup, il dit des choses que je n'ai jamais vraiment entendues autre part. Par exemple, coup, ça parlait de transhumanisme. Et donc, je vous conseille la chaîne YouTube The Flares pour plus d'informations sur le sujet. Et du coup, le point de vue de l'auteur est en fait un débunkage de l'idée justement de la singularité technologique. Et personnellement, je ne l'ai jamais vraiment vu de ce point de vue-là. Parce que quand tu entends une personnalité comme Elon Musk dire que quelque chose va arriver, tu as quand même tendance à le croire. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, un jour, peut-être que la singularité arrivera. Sauf que dans ce livre, on nous montre bien que, bah non, en fait, c'est pas du tout obligé. Rien ne prouve ça. Et même, il y a beaucoup d'arguments contre. Et donc, moi, personnellement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ça parle de religion, ça parle de transhumanisme, donc. Et ça parle de vraiment beaucoup de sujets très intéressants. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Mais toi, du coup, Loïc, qu'en penses-tu As-tu déjà entendu parler de la singularité technologique avant ça? Pas forcément le mot singularité technologique, pas forcément le terme, mais oui, entendre parler du principe, oui, de ce que c'est, oui, j'ai déjà entendu parler. Et après, tu disais que telle personne, genre comme Elon Musk a dit ça, donc tu penses que ça va arriver. C'est un principe inconscient, c'est un biais cognitif, mais ça veut rien dire, oui, parce que bon, c'est pas parce que telle personne est connue, telle personne a fait telle chose, qu'elle peut pas se tromper, tu vois. Ouais. C'est sûr, mais ici, On a tous nos croyances. ici le biais cognitif Oui. en plus n'est pas que sur une seule personne, n'est pas apporté par une seule figure d'autorité, mais par vraiment énormément de figures d'autorité. Disons qu'il n'y a pas que Elon Musk, mais vraiment énormément de grands penseurs, on va dire, qui parlent de cette singularité technologique comme inévitable. Et donc, Et ça veut rien dire, tu vois. effectivement, c'est C'est sûr. pas. C'est rien dire. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas forcément savoir, on peut pas forcément prévoir. Et c'est aussi quelque chose qui fait un peu peur, tu vois. Mm. Et les choses qui nous font un peu plus peur, on a plus tendance à avoir des avis un peu plus tranchés, tu vois. Mm. Que ce soit pour ou contre, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça divise les gens. Mais c'est pareil, ça veut pas dire parce que tel groupe de personnes qui sont connues disent ça que ça va forcément arriver. Ou non, tu vois. Peut-être que ça va arriver un jour, on sait pas. Ouais, bah, t'as Moi, bien résumé, moi, je vois difficilement le moyen d'avoir une réponse concrète que ça va arriver ou pas. Parce que la vie nous surprend toujours, tu vois, donc... Voilà, bah, franchement, t'as bien résumé le livre, vraiment. Mais du coup, en conclusion, toi, si on te pose la question, penses-tu qu'il va y avoir donc ce basculement par la technologie qui prendrait donc le pas sur l'être humain biologique? Tu dirais plutôt oui, plutôt non. Peut-être que tu le veux ou que tu le veux vraiment pas. Quel est ton avis là-dessus? Je le voudrais pas, bien sûr. Mhm. Mais je suis pas fermé à l'idée que ça arrive, mais j'ai pas... Je me suis pas forcément beaucoup penché sur la question. C'est vrai que ça fait très film de science-fiction. Mais je me dis, c'est pas impossible. J'ai pas vraiment étudié le sujet, donc par exemple, j'ai pas lu les arguments qui contre la théorie. Donc actuellement, vu qu'on a été aussi beaucoup influencé inconsciemment par les paroles, par les films, par les séries, donc je me dis, oui, c'est pas impossible. Mais déjà, moi, je connais pas forcément beaucoup le sujet de l'intelligence artificielle, donc j'ai pas vraiment de contre-argument ou pas. Donc je dirais que oui,
ça pourrait arriver. Après, est-ce que ça arriverait genre bientôt? Pas forcément, tu vois. Ok. Je suis pas en mode, moi, ça va arriver dans les prochaines années, tu vois. Ok, je vous propose de vous faire votre propre opinion en commençant pourquoi pas par ce livre. Donc je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Il a été franchement intéressant. Enfin, surtout, ta partie, j'ai trouvé intéressante. La mienne, pas forcément. Mais bon, ça c'est un autre biais collectif aussi. Mais passons. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donner votre avis, nous dire si ça vous a plu, comme nous. Sur les réseaux, vous connaissez ADL Podcast, Autour d'un livre, notre site internet adlpodcast.fr. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez laisser un commentaire, un avis en fonction de la plateforme où vous êtes. En tout cas, tout avis, que ce soit une critique, que ce soit une suggestion, que ce soit juste nous dire que ça a été bien ou pas, ça nous fera plaisir. En tout cas, ça nous aidera à nous améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve autour D'un livre, mardi prochain.